Donc, merci d'abord aux organisatrices de m'avoir fait suivre l'invitation. Je suis très content d'être ici et d'être en présentiel, un mot que je ne savais pas qui existait il y a 2 ans, mais qui fait partie de notre quotidien maintenant. Donc, je vais vous parler effectivement de l'interaction entre le droit fiscal et les formulaires. La présidente, dans son introduction, a déjà mentionné que le droit fiscal et les formulaires sont inextricablement liés, que les formulaires sont omniprésents en matière de droit fiscal. Puis effectivement, c'est le cas. Je n'ai pas vraiment de... C'est ça, j'ai décidé en 15 ou 20 minutes de ne pas vous préoccuper avec les PowerPoints. Je me suis dit, je vais me mettre mon habit rouge, comme ça vous aurez votre attention sur moi. Donc, moi, je vais vous parler en gros de 4 points en ce qui concerne ça. Les formulaires en droit fiscal, c'est vrai qu'ils sont partout. D'abord, le fardeau que ça met sur l'autorité fiscale. Parce que je vous rappelle, je vois qu'il y a des fiscalistes dans la salle, et je m'en excuse, c'est trop basic, mais pour revenir à la base, le droit fiscal, c'est un droit qui a été dicté par le législateur, mais qui est administré par l'autorité fiscale. Au Québec, on a 2 autorités fiscales qui coexistent, l'Agence du revenu du Canada pour le volet fédéral et Revenu Québec. Et donc, c'est aux autorités fiscales que revient le rôle d'administrer la loi fiscale. La loi fiscale qui n'est pas toujours facile à lire, c'est un euphémisme. Et donc, lorsqu'on fait les formulaires, il y a vraiment un désir, un travail de simplification, de vulgarisation, sans sombrer dans la vulgarité, là, mais il faut que ça soit simple. C'est souvent le seul contact que les contribuables ont avec l'autorité fiscale. Et donc, c'est très important que le contribuable ou souvent son représentant fiscal, qui est un comptable ou un avocat, puisse s'y trouver dans cette loi-là. Et c'est ce désir de traduire la loi fiscale dans un formulaire qui est une tâche vraiment pas facile nécessairement, qui revient aux autorités fiscales. Et donc, le souci d'être dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas rendre ça plus simple que c'est possible de l'être. Il faut toujours être aussi simple que possible, mais pas plus. Et donc, ce désir de simplification-là, mais ça se reflète dans les formulaires, dans la simplification. Mes collègues ont déjà parlé dans la lisibilité ou l'intelligibilité d'un formulaire, comment c'est fait. Et donc, le premier point, c'est le fardeau qui revient aux autorités fiscales de faire des formulaires qui représentent la loi, qui traduisent les termes de la loi dans des formules, souvent des formules mathématiques ou autres, qui sont tangibles et accessibles aux contribuables et à leurs représentants. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment le fardeau qui repose sur les contribuables. Donc là, il faut aussi se rappeler qu'en droit fiscal, on est vraiment dans un droit, ce qu'on appelle un système d'autocotisation et d'autodéclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en droit fiscal, ce sont les contribuables eux-mêmes qui sont au courant de ce qui se passe dans leur quotidien. C'est eux qui sont en charge de représenter l'image fidèle de leurs activités imposables dans une période donnée, une année d'imposition. Et donc, malgré ce que les gens qui ont fait des manifestations à Ottawa pensent, là, il n'y a pas vraiment de Big Brother au sens où, au jour le jour, là, c'est vraiment le contribuable lui-même qui est au courant et le fisc agit en deuxième lieu. Donc, le fisc reçoit l'information dans des formulaires souvent, donc le formulaire par excellence qui est la déclaration de revenus qu'on remplit à tous les ans, bien, c'est dans ce document-là que le contribuable reflète, à partir de sa compréhension, son fardeau fiscal en vertu des règlements et des lois fiscales. Et donc, le fisc reçoit ce document-là et le traite selon les délais impartis. Donc, c'est important, bien sûr, lorsqu'on parle du droit fiscal, ou plus précisément de l'impôt sur le revenu, c'est quoi? C'est la fluctuation de la richesse d'un particulier, d'une entité cotisante
dans une période donnée, une année d'imposition. Et donc, oui, bien sûr, l'année d'imposition est pertinente pour savoir quelles ont été les entrées de fonds imposables, les sorties de fonds déductibles, mais plus fondamentalement, le droit fiscal aussi tient compte de l'historique du contribuable. Donc, il y a tous des éléments, ce qu'on appelle les attributs fiscaux, qui vont devoir être cristallisés pour être reportés dans une année subséquente. Donc, si on parle, par exemple, aux pertes qu'on va devoir reporter à une année précédente, une année subséquente, mais c'est important dans le cadre du formulaire que le contribuable, en bon québécois, fasse son lit, qu'il déclare c'est quoi son historique fiscal, quelles sont les pertes hautes qu'en capital, quelles sont les pertes agricoles, quelles sont les différentes pertes, les attributs fiscaux qui ont été encourus dans une année donnée pour les fins de l'administration du fardeau de ce contribuable pour les années suivantes. Parce qu'un des principes fondamentaux en droit fiscal, c'est que le contribuable ne devrait pas pouvoir faire de la planification fiscale rétroactive. Donc, une façon que le fisc possède pour empêcher ce genre de planification fiscale rétroactive, c'est de dire, mais déclare-toi maintenant combien tu as fait de pertes en 2022 pour pas qu'en 2024, tu viennes en arrière et que tu dises non, finalement, en 2022, c'était pas ça que j'avais fait, c'est tant parce que je veux utiliser ces pertes-là pour l'année 2024. Donc, ces éléments-là, il y a, bien sûr, le droit fiscal, c'est un droit formaliste, il y a des délais de production assez stricts, il y a des possibilités de faire des déclarations, de remplir des formulaires en retard avec des intérêts et des pénalités qui s'appliquent. Donc, c'est un monde en soi. Mais en général, c'est très, très important pour le contribuable de déclarer son statut fiscal par l'entremise de ces formulaires-là. Puis, je vous répète, le formulaire en matière fiscale, c'est vraiment, si vous voulez, le canal de communication privilégié qui existe entre le contribuable qui est au courant de ses propres affaires et le fisc qui est un tiers, mais qui est en charge d'appliquer la loi fiscale sur la base des faits. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je veux aborder avec vous, c'est la fameuse question de la méfiance des contribuables par rapport au fisc en général et le fait de remplir certains formulaires. C'est que, historiquement, le droit fiscal a été considéré par les tribunaux un peu comme un droit quasi pénal, un droit d'expropriation. Donc, pourquoi on devrait faire en sorte que la reine s'enrichisse davantage? C'était ça la mentalité derrière les tribunaux. Les tribunaux ont interprété le droit fiscal de manière textuelle, très, très restrictive. Et avec le temps, depuis les 30 dernières années, il y a eu cette ouverture vers l'interprétation dite moderne, donc textuelle, contextuelle, téléologique. Mais il y a quand même cette réticence-là qui existe au sein de la société, qui existe au sein de la population générale, mais qui est aussi reflété certainement, je vous dirais, dans certaines décisions de la Cour des tribunaux, notamment la Cour suprême. Et donc, comme pour répéter, dans mon ancienne vie, j'étais plaideur, puis lorsque j'ai interrogé un contribuable, j'ai dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passait là-dedans? » Puis il m'a dit « Mon comptable a dit « Fais ça, fais ci, tu vas sauver de l'impôt. On ne peut pas être contre la vertu, donc j'ai fait ça. » Donc, cette espèce le contribuable a le droit d'arranger ses affaires pour payer moins d'impôts, le principe de Duke of Westminster, qui est encore l'état du droit en matière fiscale en 2022. Et donc, lorsqu'on associe ça avec le double rôle du fisc, parce que oui, l'autorité fiscale ou les autorités fiscales ont un rôle de percepteur d'impôts, mais dernièrement, ils ont aussi ce sont des organismes de prestations sociales. Donc, il y a tout un volet qui n'est pas fiscal au sens pur, mais qui est le paiement de bénéfices sociaux, que ce soit le PCU, Crédit Solidarité, toutes ces administrations des programmes sociaux qui prévoient des subventions pour les personnes les plus démunies qui se qualifient. Mais ce rôle-là est aussi à cause de la structure de la loi, le fait que l'autorité fiscale détient beaucoup d'informations importantes, c'est administré au sein de l'autorité fiscale, et de sorte que l'autorité fiscale porte un double chapeau, donc à la fois de percepteur d'impôts et de taxes, mais aussi d'organismes de prestations sociales. Et ça
ces dichotomies-là créent une certaine méfiance chez les contribuables. Par exemple, si on prend l'exemple simple d'un formulaire qu'on doit remplir pour avoir des dépôts bancaires, des dépôts directs en vertu d'un programme social, mais le contribuable pourrait dire je me sens pas en confiance de donner cette information-là parce que c'est ça. Aujourd'hui, on me dit que le fisc va me déposer une somme, mais demain matin, ça se peut qu'il retire directement des montants aussi de mon compte bancaire. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui se fait dans la doctrine sur est-ce qu'on devrait scinder, est-ce que l'autorité fiscale doit déléguer ce pouvoir de ce volet de prestations sociales-là à des organismes autres que l'autorité fiscale ou sinon, ou alternativement, est-ce qu'elle devrait assumer ces doubles rôles-là comme elle l'a fait, mais de façon plus assumée, de sorte à ce que les deux régimes puissent être pleinement fonctionnels. Dernièrement, c'est là que je veux en revenir parce que c'est là que je trouve très intéressant, c'est que le formulaire fiscal peut être utilisé étrangement comme un moyen ou comme un outil de planification fiscale agressive. Donc, encore là, je prends un peu de recul. Le droit fiscal, c'est un droit de conséquence. Ça veut dire quoi, un droit de conséquence? C'est que le droit fiscal, c'est une création pure du législateur. Ça a été créé au Québec, au Canada en 1917, au Québec dans les années 50, on a suivi. Mais en gros, c'est que le droit fiscal est un ensemble de règles qui régissent, qui essaient de déterminer le fardeau fiscal d'un contribuable sur la base des rapports juridiques véritablement établis entre les contribuables. Donc, ce que ça veut dire qu'au départ, il faut savoir c'est quoi le rapport juridique créé. Est-ce qu'on est en présence d'un contrat de location? Est-ce qu'on est en présence d'un contrat de vente? Est-ce qu'on est en présence d'un contrat de service ou un contrat de travail? Les conséquences fiscales qui vont en découler vont changer, vont être vraiment, vraiment fondamentalement différentes en fonction du rapport juridique qui ont été créés. Donc, si on part de ça, c'est que le droit fiscal est un droit qui va dépendre du rapport juridique qui ont été établis. Mais lorsqu'on ajoute les formulaires, il y a une complexité additionnelle qui s'ajoute. Donc, pour, par exemple, avoir droit à un report d'impôt, ce qu'on appelle dans le langage des fiscalistes un roulement, mais il ne suffit pas qu'on soit en présence d'un contrat de vente, d'un transfert de propriété. Oui, bien sûr, ça prend ça. Mais en plus, il faut que le bon formulaire qui prévoit le roulement avec les sommes convenues, avec les informations nécessaires, soit aussi attaché, soit aussi produite. Donc, la production du formulaire qui, on s'entend, n'est pas le contrat. C'est quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qui tient compte, qui vient cristalliser le contrat en donnant des informations additionnelles. Mais ce formulaire-là est absolument nécessaire pour que les conséquences fiscales voulues puissent avoir lieu. Donc, en l'absence du formulaire, bien, il n'y aura pas de roulement. Il y aura bien sûr une vente, mais la vente va se faire, par exemple, à la juste valeur marchande. Et donc, de sorte que pour pouvoir avoir le report d'impôt, ça prend le formulaire qui est produit. Donc, les fiscalistes qui ont toujours vu le droit fiscal un peu comme un jeu, on dit, bien, écoutez, est-ce qu'il y a manière de jouer avec l'information qui est contenue dans ces formulaires-là pour avoir des conséquences fiscales qui permettent d'éviter ou minimiser ou d'éviter l'impôt ou le fardeau fiscal d'un contribuable. Puis se sont essayés. Il faut dire que dans le contexte canadien, c'est justement la coexistence de l'autorité fiscale canadienne et québécoise qui permet ce genre de jeu-là, où par exemple, on fait un choix, on fait un roulement pour les fins fédérales et non pour les fins provinciales et vice-versa. Et donc, ce qu'on appelle en anglais arbitrage, on joue sur deux tableaux, on arrive à, par exemple, minimiser ou éviter l'impôt provincial, la fluctuation, je vous dis, l'enrichissement d'un contribuable échappe à la fois à l'impôt provincial en vertu des règles québécoises, mais n'est pas non plus incluse dans l'assiette fiscale ontarienne.
donc ce qu'on appelait le Québec Shuffle, qui a permis ce genre de choses-là. Donc, le fisc est toujours en réaction par rapport à ça. Le fisc regarde, comme je vous ai dit, on part de rien. Hein? On part de rien. En 1917, si vous regardez la loi, c'est un formulaire, je le montre à mes étudiants de première année, en quelque sorte, c'est 17-18 pages. Et donc là, maintenant, en 2022, on va avoir la loi qui va être en 2 volumes pour la première fois. Donc, ça ne cesse d'augmenter parce que justement, c'est une création factice qui part de nulle part. Et donc, le législateur émet des règles et dit, si vous faites A, mais il y a telle conséquence. Puis, les contribuables disent, mais vous avez dit A, vous n'avez pas dit B. Donc, moi, je vais faire B. Puis le législateur dit, non, non, mais je voulais aussi dire B, et ainsi de suite. Et donc, dans ce contexte-là, un des outils de planification, c'est justement les formulaires. Donc, encore là, il y a quelque chose de particulièrement factice qui se passe. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle le QES ou la désynchronisation artificielle des fins d'année pour les fins fiscales, mais c'est qu'on a un contribuable qui, pour les fins fédérales, à une fin d'année X et pour les fins québécoises, une fin d'année Y. Et ça leur permet de jouer sur le pourcentage d'affaires au Québec, éviter, minimiser l'impôt qui autrement aurait été payable. Donc, dans ce contexte-là, le fisc bénéficie d'un outil qui est la règle générale anti-évitement, qui existe depuis une trentaine d'années dans la loi, où le législateur a été justement tanné de prévoir des règles spécifiques pour contrer les planifications, puis s'est dit, écoutez, si à un moment donné, là, si vous êtes en train de respecter la lettre de la loi, mais vous en abusez l'esprit, mais moi, je vais me donner cette opportunité d'aller attaquer vos planifications pour défaire l'avantage fiscal que vous avez obtenu. Et ce que je vous dis, c'est que les formulaires peuvent constituer ce qu'on appelle les opérations d'évitement. Donc, ça prend une opération d'évitement pour que ça prend un avantage fiscal, ça prend une opération d'évitement et ça prend un abus. Donc, tout ce débat-là, c'est hors de ce cadre-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les formulaires peuvent être utilisés justement pour contrer l'intention du législateur. Et c'est là que ça devient particulier parce que le droit fiscal, qui au départ était supposé être un droit de conséquence, c'est-à-dire les conséquences qui vont découler, c'est qu'on vient l'accessoire. C'est parce qu'au départ, on comprend, le formulaire est là pour pour refléter les conséquences fiscales. Donc, c'est l'accessoire des règles, mais se trouve à avoir une influence sur le principal, à savoir le fardeau fiscal d'un contribuable. Donc, c'est sur ça que je voulais vous laisser. Donc, j'espère que vous avez cette façon très sommaire de regarder le droit fiscal à travers le formulaire. Vous avez été utile tant pour les gens qui ont une grande connaissance en fiscalité, comme je sais qu'il y en a dans la salle, que les novices. Donc, merci beaucoup pour votre attention.